plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Gilles Rochard, qui vient de terminer de publier son dernier roman, La rivière Kibali, Le pont de la rivière Kibali, pardon. Monsieur Rochard, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce roman? Comment vous est venue l'idée? Vous avez sorti une biographie juste avant? Oui, je vais être obligé de dénoncer et de donner des noms. Des gens qui ont joué sur ma vanité pour me faire écrire premièrement d'abord une biographie, auquel j'avoue j'ai pris un grand plaisir, et que je les remercie grandement. De surcroît, ces gens ont eu l'impudence de vouloir me pousser à écrire un second ouvrage, qui se révèle être un roman, cette fois-ci. Je me suis inspiré quand même d'événements et de faits réels qui se sont déroulés dans la vraie vie. Après, à partir de ces informations, j'ai brodé, j'ai créé une fiction, j'ai créé des personnages qui n'ont pas forcément existé. Pour certains, j'en ai pris une partie, j'en ai rejeté une autre. Donc, je présume, comme font beaucoup de romanciers, qui s'inspirent de la vie de tous les jours et qui viennent ajouter leur manière de voir les choses, la manière d'appréhender des personnages, ou de l'amitié qu'ils ont pu éprouver pour certains. Donc, c'est déjà le début de cette aventure. On peut appeler ça une aventure, car au cours de l'année qui vient de s'écouler, je suis passé par des moments d'euphorie, par des moments d'abattement, par des moments de découragement, aiguillonné en cela par un éditeur sans pitié, qui voulait absolument que mon texte soit de qualité. Mais une fois encore, je suis obligé de le remercier et de reconnaître qu'il avait raison. Donc pour l'instant, je pense que c'est déjà un petit peu au début. Je ne sais pas après quelle question vous désirez me poser, cher ami. Mais... peut-être pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas lu votre biographie, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien, c'est certain, mais c'est un petit peu compliqué parce que, grosso modo, ma vie a suivi un certain fil rouge qui a été créé donc lorsque j'avais 18 ans, lorsque je me suis engagé à l'armée, dans les parachutistes. Et ce choix a été primordial dans les événements qui ont couronné mon existence. Donc j'ai par ce biais-là connu les gens qui m'ont permis de repartir en Afrique sur le tard, lorsque j'étais déjà marié. Après, je suis devenu veuf. J'ai pu un peu me libérer des pressions familiales et faire ce que je n'avais pas fait quand j'avais 25 ans. Donc courir le guidou en Afrique, devenir mercenaire avec Denard. Je sais bien que maintenant Robert Denard est un petit peu oublié, tout le monde ne connaît pas ce personnage, qui a été un personnage essentiel dans le mercenariat français. C'est lui qui a marqué les 40 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc j'ai eu cette chance de côtoyer ce personnage hors du commun. J'ai relaté ça dans cette biographie. Après, bon, au niveau africain, j'ai encore aussi, je me suis bagnaudé un peu en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, en faisant différentes professions. Donc ça m'a permis d'écrire cette biographie qui, j'espère, n'est pas trop inintéressante. Mais ça, seuls les lecteurs sont seuls juges. À partir du moment où vous êtes lancé dans l'aventure de créer un roman, donc de fiction, je suppose que c'était plus compliqué que de se lancer dans la biographie. Il a fallu inventer de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience aujourd'hui? Est-ce que déjà ça vous a donné envie de continuer à écrire d'autres livres, ou est-ce que ça a été si difficile et épouvantable que ça? Si vous connaissiez mon éditeur, vous sauriez que c'est quelqu'un qui est assez, comment dirais-je, que je trouve le mot juste. Il est enclin, disons, à me pousser dans mes retranchements. Et naturellement, ça lui est venu de manière évidente de dire, bon, quand écris-tu un second roman? La suite de ce que tu viens d'écrire. Oui, je reconnais avoir pris du plaisir à écrire ce roman. C'était une expérience inédite. Je ne connaissais pas comment dirais-je, on a l'impression de sortir un peu de soi-même. Et pour d'entrer dans la fiction que l'on écrit, les personnages que l'on a créés deviennent des amis pour certains, des ennemis pour d'autres. Et c'est vrai qu'on se prend au jeu. Je me suis pris au jeu, malgré les vicissitudes de l'écriture et des pics que me faisait sans cesse mon éditeur, que je remercie une fois de plus. Répéter comme ça ressemble plus à une critique sous le sens. Je reconnais, je dis bien, j'ai pris ce plaisir il y a une sorte on se dédouble quelque part, et on rentre soi-même dans le roman. Donc c'est une expérience, à mon avis, enrichissante, et qui donne effectivement envie de donner une suite à ce genre d'ouvrage.
Alors peut-être sans nous dévoiler vraiment, je dirais, le livre, enfin les parties importantes, on garde le suspense, mais est-ce que vous pourriez introduire un peu justement ce roman? On est sur quelle époque? Ça parle de quel type de personnage? Je me suis basé un petit peu sur l'expérience d'un écrivain qui est un petit peu du passé, qui était Sven Hassel, qui était un Danois qui avait combattu dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale et qui, après la guerre, a écrit des romans basés sur ce qu'il avait connu. Et il a écrit, je ne suis plus en tête, mais peut-être une dizaine ou une quinzaine de romans. Et disons, dans tous ces romans apparaissaient des personnages récurrents, des personnages qui avaient marqué sans doute sa vie. Alors après, c'est des romans, naturellement. Hein, il en a fait parce que ces romans sont basés sur des événements qui sont déroulés aussi bien en Russie qu'en Italie, qu'en Afrique du Nord, qu'en France, qu'en Allemagne. Donc, je ne pense pas que cet homme ait participé à tous ces événements, mais il a su en tirer la quintessence et créer donc une bande d'amis qui sont devenus au fil des ouvrages des gens extrêmement sympathiques et proches de nous. Parce que là, en fait, le pont de Kibali, c'est bien un des chapitres de votre biographie. Donc c'est quelque chose finalement, c'est une mission à laquelle vous avez participé. Tout à fait. J'ai réellement vécu l'aventure au pont de la rivière Kibali, mais pas de la manière dont je le relate dans le roman. Naturellement, dans le roman, il y a une grosse partie donc qui est une fiction, hein, mais quand même effectivement, bon, j'ai des amis par exemple qui m'ont lu, qui forcément se retrouvent, alors dans la biographie, ils se retrouvent à l'état naturel, c'est-à-dire des choses qu'ils ont réellement fait. Dans le roman, ils vont forcément retrouver également une partie d'eux-mêmes, mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue que je me suis inspiré d'eux, mais en créant des personnages qui n'existent pas. Je suppose qu'entre relater un fait tel qu'il s'est passé et le fait de le romancer, l'idée c'est pas de cacher des informations, mais c'est peut-être de rendre plus intéressante je sais pas, l'action par rapport au qu'est-ce qui motive qu'on va raconter quelque chose de vrai et qu'on va l'entourer de fiction en fait. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse toute faite là. Je ne sais pas, c'est ce qui vient, c'est ce qu'on ressent. On prend un fait qui est établi. À partir de là, comme c'est peut-être pas suffisamment parlant, on l'entoure d'événements fictifs. C'est une question difficile à répondre en réalité. Question d'inspiration, c'est... disons que je pense que de toute façon le roman est bâti sur des faits réels. À partir de là, si on veut romancer, on est obligé d'augmenter les faits, d'augmenter les passions, d'augmenter la peur, d'augmenter les... voilà. Si on enfin, personnellement, dans ma petite guerre que j'ai pu faire au Zaïre, comparé à certains combattants qui ont combattu en Indochine, en Algérie, ça reste quand même des faits, disons, relativement minimes. Donc, pour en faire un roman intéressant, obligatoirement, on est obligé d'amplifier les événements, d'amplifier l'héroïsme des personnages, ou la couardise, ou l'angoisse, voilà. Oui, et ça, c'est pas pour se mettre au niveau d'un public américain qui a besoin d'action tout le temps? Ah non, alors pas du tout. Non, alors ça, c'est loin de ma pensée. J'ai vraiment aucune envie de copier quoi que ce soit ou de faire plaisir à des... Non, je suis français, je pense comme un Français, et ce livre est destiné à des Français. Donc roman d'aventure, de la guerre, de l'action, mais également il y a une intrigue, je crois, il y a des éléments un peu d'enquête autour de ça, il y a un peu aussi de relations amoureuses, il y a de l'intrigue, entretenir des personnages, donc c'est comme quelque chose d'assez complexe au final. Je ne sais pas si c'est complexe, hein. J'ai effectivement dû créer donc des événements auxquels je ne pensais pas forcément, et créer des personnages, enfin amener une empathie ou pas vers les personnages. Ensuite, il a fallu aborder des sujets. Je suis relativement âgé et issu d'une époque où on était relativement prude. Donc j'ai dû quand même créer donc des situations un peu sensuelles, disons, tout en restant extrêmement prudent dans les propos. Disons, je suis loin, disons, des propos que tenaient par exemple les personnages de Villiers dans les SAS, qui étaient beaucoup plus crus. Donc, moi, c'est quand même effectivement plus doux. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est un roman en plusieurs parties, ou est-ce que déjà l'œuvre par elle-même se termine? Ça peut bien être le seul roman écrit par quelqu'un. Hein, c'est vrai que la fin peut inciter à comprendre qu'il y a une suite qui devrait logiquement voir le jour, mais ça peut aussi se suffire à soi-même. En tant que roman,
qui a une fin, qui est logique. Si on peut simplifier les choses à outrance, on pourrait dire que c'est l'aventure d'une trentaine de mercenaires en Afrique francophone, donc en l'occurrence le Zaïre, qui était en proie donc à une rébellion dirigée par les pays voisins, comme l'Ouganda, le Rwanda, eux-mêmes sous la coupe des Nord-Américains, savoir donc des Américains, qui sont naturellement, comme tout le monde le sait, nos alliés et nos grands amis. Donc la France, de par son passé colonial, a gardé des relations étroites avec les pays francophones. En l'occurrence, le Zaïre a demandé de l'aide donc à la France pour essayer de sauvegarder le pays en l'état. La France, bonne amie, a effectivement délégué donc une trentaine de mercenaires, mais a bien attendu le moment favorable pour les envoyer, c'est-à-dire que le moment où c'était perdu. Donc officiellement, elle acquiesce à la demande d'aide, donc pour bien montrer aux pays voisins que la France n'oublie pas ses alliances avec les pays africains, mais tout en se gardant bien d'ennuyer quelque peu les Américains, qui sont quand même à la manœuvre de cette opération. N'oublions pas que le Zaïre est un pays qui regorge de richesses, or, diamants, peut-être pas uranium, mais terres rares, donc un pays très intéressant pour les pays industrialisés. Donc c'est le continuum de la guerre souterraine que nous a toujours fait donc les États-Unis. Si on se reporte à la guerre d'Algérie, au débarquement de Suez et d'autres, les Américains ont toujours sciemment travaillé contre nos propres intérêts. Et là, c'est exactement le schéma qui s'est présenté. Donc les 30 mercenaires envoyés donc au profit de Mobutu ont fait ce qu'ils ont pu. Je pense qu'ils ont tiré leur épingle du jeu, mais c'était perdu d'avance. Les forces en présence étaient totalement inégales. Et voilà, c'était donc de la poudre aux yeux, c'était des manœuvres politiques, la démagogie pure et simple. Et le livre, grosso modo, relate ces événements malheureux pour la France. Puisqu'à l'issue de cette guerre du Zaïre, l'Ouganda a pris les rênes du pays au profit des Américains. Les richesses, naturellement, la France est conduite de toutes les poursuites aurifères qu'elle aurait pu donc y faire. Et une fois de plus, sur l'échiquier mondial, nous sommes des losers. Nous avons perdu une fois de plus. D'ailleurs, dans le livre, un de mes personnages, qui a fréquenté pas mal de théâtres d'opération, explique bien qu'à chaque fois, il se trouve du côté des perdants. Et que ça commence, excusez-moi du terme trivial, puisque maintenant c'est très à la mode, ça le gonflait sérieusement. Il y a un personnage forcément qui raconte un peu l'histoire, qui est un peu au centre de l'histoire, même si c'est pas le personnage principal. Ce Chanéac, en fait, j'ai envie de vous dire, en tant que lecteur, est-ce qu'il vous correspond? Est-ce qu'il y a une grande part d'imaginaire C'est un personnage hybride. Hein. C'est évident qu'il y a une part de moi-même, mais pas que. Il y a une part aussi d'un personnage imaginaire. Donc alors après, peut-être, sauf des gens qui me connaissent intimement, seront capables de démêler la part de la fiction et la part de la réalité dans ce personnage. Et qu'est-ce qui vous a motivé un peu à en faire un personnage qui se met en arrière-plan un peu parce que c'est plutôt ses compagnons d'armes en fait qu'on voit vraiment en action. Là, je reviens à l'écrivain que j'ai cité précédemment, Sven Hassel, qui dans ses romans se mettait en scène lui-même, mais toujours en retrait des autres personnages, et mettait donc en exergue ces personnages, ses amis, tout en lui restant présent, mais en retrait, ce que j'ai un petit peu voulu copier. Donc, et maintenant, donc, dans votre vie de tous les jours, donc aujourd'hui vous êtes retraité, vous nous avez dit que vous envisagiez peut-être de travailler sur un second roman. Quels sont vos projets en fait en dehors de ça, je dirais, avec le Covid, avec toute cette situation qu'on a aujourd'hui? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on vit une période assez compliquée, donc avec le Covid, dont on ne connaît pas du tout le moment de rémission. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Donc pour l'instant, on va dire qu'on mène une vie exactement conforme à celle de millions de Français, une vie d'attente, une vie j'avais pour habitude de passer l'hiver dans un pays avec une météo plus clémente que la nôtre. Cette année, non, ce n'est pas possible. Donc nous sommes en attente, comme des millions de Français. Donc effectivement, si nous n'avons rien à faire, c'est sans doute propice à écrire un deuxième livre. Et l'Afrique, je dirais aujourd'hui, parce que c'était une passion quand même dans votre vie, l'Afrique.
L'Afrique. Est-ce que vous comptez un jour y retourner? Est-ce que... Je vous dirais bien que Dieu seul le sait, et comme il dit pas grand-chose, on est mal parti. C'est sûr que l'Afrique, c'était une passion, mais les événements géopolitiques sont venus entraver un peu nos velléités de voyage africaines. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'aurais envie de retourner dans ces contrées, qui sont... Bien sûr, c'est des contrées un petit peu... C'est compliqué à gérer, parce que nous occidentaux, qui sommes gavés de tout, on est confrontés à des populations qui vivent de manière extrêmement précaire, et je pense pas que c'est ce qui en fasse le charme. Non, c'est une façon d'appréhender la vie. L'Africain, et quels que soient les avanies qu'il peut rencontrer, est toujours souriant, toujours. Pour lui, l'avenir n'est pas ennuyeux. Donc c'est cette joie de vivre qui est peut-être communicative et qu'on en vit quelque part, puisque nous sommes des gens tristes en Occident. Et particulièrement en France, je crois. Et particulièrement en France. Et puis parce que, je dis souvent, bon, bien sûr que c'est politiquement incorrect. Dans le passé, dans les années, avant la Seconde Guerre mondiale, nous avions un empire, aussi bien africain qu'asiatique. Des jeunes gens en quête d'aventure, ils avaient devant eux des territoires, pour certains, inviolés. L'aventure était présente dans ces pays. Donc on pouvait effectivement attendre quelque chose de ça et rêver. Or, ces contrées lointaines ne nous appartiennent plus. Le rêve du petit Français de 18 ans, il est beaucoup plus limité. Donc c'est un peu dommage. Je le regrette. Je sais bien qu'il est très mal vu, parce que la colonie, comme nous a dit un certain président, est un crime contre l'humanité. Bon, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais ça reste quand même, pour l'instant, pas très bien vu de regretter le temps des colonies. Même si un certain chanteur en avait fait une chanson. C'était lequel? Ah, c'était Michel Sardou, qui avait fait une chanson, Le bon temps des colonies. D'accord. Et qui n'a pas duré très longtemps, parce que ça a été mis au pilon très rapidement. Parce que même déjà à l'époque, ça remonte à une trentaine d'années, voire un peu plus, déjà à l'époque, c'était pas, disons, un choix très, très heureux, ce titre. Écoutez, merci beaucoup, Gilles Rochard, pour cette interview. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent commander votre livre aux éditions Graziel, donc sur graziel.com, ou sur Amazon, ou dans toute librairie, il est possible de commander son livre. Merci encore. Merci aussi, je sais que votre temps est compté, hein. Non pas que votre vie risque d'être écourtée, mais vous avez de la route à faire, donc mais je vous en remercie, c'était sympathique, vous m'êtes sympathique d'ailleurs, hein. Merci beaucoup. Donc j'espère que nos relations ne s'arrêteront pas là et que nous nous reverrons prochainement avec plaisir. Pour le 3e tome. N'allons pas si vite.